Ce moteur avait vaincu 6 techniciens certifiés en 4 jours. Il avait amené le chef d'ingénierie de Sterling Automobile, un homme titulaire d'un master du MIT et de 17 ans d'expérience, à signer un rapport d'échec d'une main légèrement tremblante. Il avait failli engloutir un contrat de 5 millions de dollars, le genre de contrat qu'Evelyn Hartwell avait mis 3 ans à construire et un week-end à presque perdre. Et puis à 23 heures un jeudi soir, un homme en t-shirt gris délavé entra dans l'atelier. Ses mains portaient encore la trace d'huile moteur de son quart de l'après-midi terminé 4 heures plus tôt. Son fils de 6 ans dormait dans le camion garé dehors, une petite boîte à outils rouge en plastique serrée sous un bras. L'homme marcha jusqu'à la voiture sans saluer personne, sans poser de questions. Il resta devant le moteur un long moment, très calme, puis il dit doucement et sans aucun drame, « Je sais où est le problème. » Que se passe-t-il quand l'homme que tout le monde a écarté est le seul à pouvoir tout sauver? Le garage s'appelait Garage Mercier et se trouvait à l'est de la ville, là où les rues devenaient plus calmes et les bâtiments plus bas, et où personne ne portait de cravate. C'était une opération à 2 bails dans un ancien atelier de réparation de meubles, qui gardait encore l'odeur de sueur sous celle plus récente d'huile moteur et de liquide de frein. L'enseigne devant était peinte à la main. Le pont élévateur était d'occasion, mais chaque outil au mur était accroché à sa place exacte, trié par fonction et par taille, et le sol était balayé proprement à la fin de chaque journée sans exception. Owen Mercier dirigeait l'atelier comme il dirigeait tout, sans annonce, sans décoration, et avec une précision que la plupart des clients venant pour une vidange ne remarquaient jamais et n'avaient jamais besoin de remarquer. Owen avait 36 ans et portait le regard honnête de ceux qui travaillent de leurs mains par tous les temps. Il était grand et mince, avec des cheveux bruns foncés et un visage qui ne livrait pas grand-chose à moins de savoir regarder. Il ne parlait pas beaucoup aux clients au-delà de ce que le travail exigeait. Il ne s'expliquait pas. Il ne racontait pas son passé. Quand on lui demandait depuis combien de temps il faisait cela, il répondait « quelques années », ce qui était techniquement vrai si on ne comptait que les années au garage Mercier et qu'on ignorait tout ce qui avait précédé. Dans le tiroir du bas du bureau en bois dans le coin, le bureau qui contenait le carnet de factures de l'atelier, une radio à pile et pas grand-chose d'autre, se trouvait un document plié dans une enveloppe Kraft. C'était un certificat de nomination de Veltec Motorsport, une firme allemande d'ingénierie mécanique consultant pour les constructeurs de supercars européennes, nommant Owen Mercier chef architecte moteur à l'âge de 31 ans, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. L'enveloppe n'avait pas été ouverte depuis 2 ans. Dans le coin de l'atelier, sur un tabouret en bois avec un coussin attaché au siège, était assis Isaac. Il avait 6 ans et était sérieux à la manière dont les petits-enfants le sont parfois quand ils ont observé le monde attentivement toute leur courte vie. Il avait les yeux sombres de son père et l'habitude de sa mère de se taire quand quelque chose le préoccupait. Chaque après-midi après l'école, il venait à l'atelier, s'asseyait sur le tabouret, ouvrait sa boîte à outils rouge en plastique, une vieille chose cabossée avec un loquet jaune qu'il possédait depuis ses 3 ans. Il disposait la clé, le tournevis et le cliquet en plastique sur le sol devant lui. Puis il se penchait sur le morceau de métal de récupération qu'Owen lui avait réservé et faisait semblant de travailler. Il le prenait au sérieux. Il l'avait toujours fait. Sur l'étagère au-dessus du bureau d'Owen, à côté de la radio et du carnet de factures, se trouvait un épais carnet à couverture de cuir marron. Il était rempli de la première à la dernière page de l'écriture d'Owen, notes sur les moteurs européens classiques, schémas dessinés à la main, références annotées, le recueil de 3 années de recherche indépendante. Sur la page de garde, dans la même écriture soignée, une seule ligne, pour M et en dessous, plus petit, presque invisible, et pour ceux qui viendront après. De l'autre côté de la ville, sur le boulevard principal où les bâtiments avaient des façades en verre et où le voiturier portait des blazers assortis, Sterling Automobile occupait tout un pâté de maisons. La bannière tendue à l'étage supérieur annonçait « Exposition privée aux collections classiques spéciales, vendredi 19h ». C'était l'événement le plus important sur le calendrier d'Evelyn Hartwell pour l'année, et cela durait depuis 8 mois. Evelyn avait 32 ans et dirigeait Sterling Automobile avec une intensité concentrée qui la rendait bonne dans son travail et parfois difficile à côtoyer. Elle avait repris la concession de son père à 28 ans, reconstruit la clientèle en 3 ans et positionné Sterling Automobile comme la destination première pour les véhicules classiques et de collection sur la côte est. Elle était précise, exigeante et ne croyait pas aux secondes chances pour ceux qui lui faisaient perdre son temps.
Elle n'avait pas non plus bien dormi depuis 4 jours. Isaac remarqua la bannière de Sterling Automobile à travers la vitre de l'atelier un après-midi pendant qu'Owen terminait un travail de frein sur une berline. Le garçon appuya son nez contre la vitre et étudia la photo des voitures. Puis il regarda son père. « Papa, dit-il, tu crois que tu pourrais réparer celle-là » Owen jeta un coup d'œil à la bannière. Il ne répondit pas. Il retourna au étrier de frein et continua à travailler. Le lundi matin, Owen se rendit à Sterling Automobile pour récupérer une commande de pièces. Il le faisait parce que le composant précis dont il avait besoin, une valve de distribution de carburant pour une roadster italienne des années 1970 qu'il restaurait pour un client privé, n'était disponible que par un fournisseur que Sterling Automobile importait exclusivement. Le délai pour une commande directe était de 6 semaines. Owen avait appelé à l'avance. Il avait un numéro de confirmation. Il emmena Isaac parce que l'école ne commençait qu'à 9 heures et que c'était juste un retrait rapide. Il portait ce qu'il portait toujours, pantalon de travail, bottes à bout renforcées, une veste propre mais usée. Isaac portait sa boîte à outils rouge, comme presque toujours quand ils allaient quelque part ensemble, comme d'autres enfants portent une peluche. Le hall d'exposition de Sterling Automobile était tout ce que le garage Mercier n'était pas. Au plafond, éclairage encastré, voitures présentées comme des sculptures sur des plateformes de béton poli. Le personnel se déplaçait en petits groupes silencieux et parlait à volume de bibliothèque. Owen se dirigea vers le comptoir des pièces, donna son numéro de confirmation et attendit. Isaac se tint à côté de lui et leva les yeux vers une Ferrari argentée de 1962 sur la plateforme la plus proche avec une expression d'admiration pure et simple. Jason Legrand franchit la porte derrière le comptoir avant que l'employé des pièces ne puisse répondre au numéro de confirmation. Il était le chef des services techniques de Sterling Automobile, 40 ans, épaules larges, avec la confiance particulière d'un homme qui n'avait jamais été contredit dans sa vie professionnelle par quelqu'un dont l'opinion comptait pour lui. Il regarda Owen une fois de la tête aux pieds avec l'efficacité minutieuse d'un homme cataloguant quelque chose qu'il compte jeter. Puis il regarda Isaac et la boîte à outils rouge en plastique. Il dit assez fort pour que le groupe de personnel le plus proche et les 2 clients parcourant le hall l'entendent sans peine. Ce comptoir n'est pas un guichet de service pour mécaniciens amateurs. Si vous avez besoin de pièces, il y a un magasin d'auto sur la route 9. Il marqua une pause juste assez longue pour que la suite porte. Et amenez encore votre gamin dans un endroit comme celui-ci, et je ferai escorter par la sécurité. Ce n'est pas une aire de jeu. Le hall devint silencieux de cette manière précise que prennent les espaces quand quelque chose s'est produit que tout le monde présent a décidé de ne pas reconnaître. Un des clients se détourna légèrement. Un membre du personnel près du mur du fond trouva quelque chose sur son presse-papier à regarder. Isaac cessa de regarder la Ferrari. Il baissa les yeux sur la boîte à outils rouge dans ses mains puis la serra contre sa poitrine. Owen ne haussa pas la voix. Il ne changea pas d'expression. Il regarda Jason Legrand pendant environ 2 secondes, un regard parfaitement plat et parfaitement immobile et d'une manière ou d'une autre plus inconfortable que la colère l'aurait été. Puis il regarda Isaac. Il ne dit rien à Legrand. Il attendit simplement au comptoir jusqu'à ce que l'employé des pièces, visiblement désireux de voir l'interaction se terminer, traite le numéro de confirmation et apporte le composant de l'entrepôt. Owen signa, glissa la boîte sous son bras et marcha vers la porte. Isaac marcha à ses côtés. Juste avant d'atteindre la sortie, Isaac dit doucement « Papa, partons ». Et ils partirent. Au 2e étage, derrière la longue vitre surplombant le hall d'exposition, Evelyn Hartwell avait observé l'échange. Elle avait vu la performance de Jason et l'homme en vêtements de travail, et le petit garçon serrant la boîte rouge contre sa poitrine. Elle n'était pas intervenue. Elle avait regardé son téléphone. Elle était partie. Elle s'était dit que c'était parce qu'elle n'avait pas tout entendu clairement. Elle y penserait plus tard dans le noir, dans le calme de l'atelier le jeudi soir, et elle saurait que ce n'était pas vrai. La Lamborghini Mura S avait été construite en 1971 et était l'un des moins de 800 exemplaires jamais fabriqués. L'exemplaire précis dans l'atelier de Sterling Automobile avait été modifié dans les années 1990 par un ingénieur italien nommé Maurice Rinaldi qui avait travaillé pour une petite firme milanaise spécialisée dans la restauration mécanique des automobiles européennes d'avant les normes anti-pollution.
Rinaldi était mort en 2004 et n'avait laissé aucune documentation écrite de ses modifications, aucun dessin, aucun manuel, aucun schéma à noter. Ce qu'il avait laissé était un moteur V12 qui tournait, selon tous les témoignages, mieux que le jour où il avait quitté l'usine de Sant'Agata jusqu'à il y a 4 jours où il s'était simplement arrêté. Pas progressivement, pas avec avertissement. Il s'était arrêté entre un cycle d'allumage et le suivant, aussi complètement que si quelqu'un l'avait éteint à une source qu'aucun instrument de diagnostic ne pouvait localiser. Harold Voss, qui possédait la voiture et 9 autres dans la collection qu'il avait mise en consignation chez Sterling Automobile, avait appelé Evelyn personnellement. Sa voix était calme. C'était pire que des cris. Si la Mura ne tournait pas et n'était pas exposée vendredi à 19 h, dit-il, il retirerait l'accord de consignation dans son intégralité. 4,8 millions de dollars d'inventaire, disparus. L'exposition, l'événement le plus visible de Sterling Automobile en 3 ans, réduite à un vide sur une plateforme et une conversation qu'Evelyn ne voulait pas avoir. 6 des techniciens certifiés de Sterling Automobile avaient travaillé sur la Mura l'un après l'autre puis en combinaison pendant 4 jours. Aucun n'avait trouvé la panne. Le système de diagnostic produisait des codes d'erreur contradictoires qui pointaient dans 3 directions différentes simultanément et n'en résolvaient aucune. Jason Legrand, qui avait passé la majeure partie du 4e jour sous le capot, avait écrit dans son rapport technique « Un moteur irrécupérable ». Recommandé notification au client d'une défaillance mécanique irréversible. Evelyn lut le rapport, le posa face contre le bureau et appela 3 spécialistes indépendants. Le premier refusa dès qu'il entendit le nom et l'année de la voiture, trop complexe. Il dit, pas assez de documentation. Le deuxième cita un délai de 8 semaines et des honoraires commençant à un demi-million de dollars. Le troisième vint de 2 heures de route, marcha autour de la Mura pendant 15 minutes dans l'atelier puis retourna à sa voiture et rentra chez lui. Il appela Evelyn depuis la route. Je ne sais pas ce que Rinaldi a fait à ce moteur, dit-il. Et parce que je ne le sais pas, je ne peux pas le réparer sans risquer de l'empirer. Je suis désolé. Evelyn resta seule dans l'atelier après la fin de l'appel. La Mura était là sous les lumières d'atelier dans sa peinture orange, couleur de quelque chose de cher et d'impénitent. Elle posa une main sur le capot et la regarda longtemps. C'était lundi soir. Vendredi était dans 4 jours. Le lundi soir, Owen rentra chez lui, récupéra Isaac chez la voisine qu'il avait pris à l'école et prépara le dîner pour eux deux. Des pâtes, une salade verte, un verre d'eau pour lui et du jus de pomme pour le garçon. Ils mangèrent à la petite table de cuisine avec la fenêtre ouverte sur le jardin. Isaac était plus silencieux que d'habitude. Il mangea ses pâtes en petites bouchées mesurées et ne demanda pas de seconde portion. Après, ils s'assirent sur les marches arrière avec les dernières lueurs du jour. Isaac tournait son tournevis en plastique dans ses mains. Il réfléchissait depuis le matin. Owen le voyait parce que le garçon avait le visage pensif de sa mère, un léger pli au coin de la bouche, une immobilité dans les yeux. Finalement, Isaac demanda « Papa, pourquoi cet homme t'a parlé comme ça ?» Owen regarda le jardin où un érable commençait à rougir sur les bords. Il laissa la question reposer un moment. Il ne savait pas qui j'étais. Owen dit « Est-ce que ça rend ça correct ?» « Non, dit Owen. Ça ne le rend pas correct. » Isaac tourna encore le tournevis. « Pourquoi tu n'as rien dit en retour ?» Owen tendit la main et posa brièvement une main sur l'épaule du garçon, la manière dont il touchait les choses qu'il aimait sans spectacle, sans excès. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites, elles ont seulement besoin d'être faites. Isaac le regarda. Il avait 6 ans et il y avait une limite à ce que 6 années de vie pouvaient faire d'une phrase pareille. Mais il hocha la tête parce qu'il faisait confiance à son père de manière silencieuse et totale comme les enfants font confiance à ceux qui ne leur ont jamais donné une raison de ne pas le faire. À l'intérieur, après qu'Isaac fut endormi, Owen se tint devant l'étagère de la cuisine et regarda le carnet à couverture de cuir marron. Il ne l'avait pas ouvert depuis plusieurs mois. Il contenait, entre autres, 47 pages de recherche sur la méthodologie d'ingénierie de Maurice Rinaldi, le couronnement de 3 années d'études indépendantes qu'Owen avait poursuivi parallèlement à son travail chez Veltec Motorsport pendant les années où il croyait encore qu'il écrirait un jour quelque chose de définitif et d'utile sur la manière dont certains ingénieurs comprenaient les machines non comme des systèmes mécaniques mais comme des systèmes acoustiques. Rinaldi avait été le plus grand d'entre eux.
Il concevait les moteurs comme des compositeurs écrivent pour un quatuor à cordes, chaque composant calibré non seulement pour la fonction mais pour la résonance, pour la fréquence spécifique à laquelle l'ensemble fonctionnerait comme une unité cohérente plutôt qu'une collection de pièces individuelles. La recherche avait commencé comme un intérêt professionnel. Elle était devenue quelque chose proche de l'obsession. Puis Mara était morte un mardi après-midi de novembre sur une route qu'elle empruntait tous les jours, et Owen avait fermé le carnet, l'avait posé sur l'étagère et avait conduit lui-même et un Isaac de 3 ans jusqu'à cette ville où il avait grandi, avait ouvert l'atelier et n'avait plus regardé en arrière. Non parce qu'il avait peur de regarder en arrière, mais parce qu'il y avait un garçon qui avait besoin d'un père présent. Et Owen Mercier, par-dessus tout, savait comment être présent. Le mardi n'apporta aucun progrès pour Evelyne. Elle fit venir une équipe de restauration de la ville, spécialiste réputés pour les véhicules européens d'avant-guerre. Ils travaillèrent toute la journée. Ce soir-là, leur chef d'équipe s'assit en face d'Evelyne dans la salle de conférence et fut honnête de la manière dont seuls les gens vraiment perplexes peuvent se le permettre. Quoi que Rinaldi ait fait à ce moteur, dit-il, il l'a fait selon une logique qui n'existe dans aucune documentation que j'ai jamais rencontrée. Les modifications sont là. Nous pouvons les voir, mais nous ne comprenons pas le système qu'elles créent. Nous avons peur d'aller plus loin sans cette compréhension parce que le mauvais geste pourrait causer des dommages irréversibles. Il marqua une pause. Je pense que la personne qui peut réparer ce moteur est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à étudier spécifiquement comment Rinaldi travaillait. Pas seulement la mécanique classique. Rinaldi lui-même. Le mercredi matin, Jason Legrand proposa d'utiliser un véhicule de substitution, une Murat de 1969 suffisamment proche en apparence pour que la plupart des invités de l'exposition ne remarquent pas la différence. Evelyne rejeta cela en moins de 10 secondes. Ce n'est pas la voiture d'Harold, dit-elle. Ce n'est pas ce que nous avons accepté d'exposer. Nous ne faisons pas ça. Jason lui lança un long regard. Elle le lui rendit sans ciller et il quitta la pièce. Evelyne n'était pas une personne sentimentale et n'était pas particulièrement portée sur les principes pour eux-mêmes, mais il y avait des lignes qu'elle ne franchissait pas en affaires. Elle avait vu son père les franchir et elle avait vu ce que cela lui avait coûté à la fin. Et elle avait décidé tôt que sa version de Sterling Automobile ne serait pas construite ainsi. Le jeudi matin, Diana posa une seule feuille de papier sur le bureau d'Evelyne et recula sans rien dire. La feuille contenait 2 éléments. Le premier était un nom, Owen Mercier, Garage Mercier, suivi d'une adresse à l'est de la ville. En dessous, Diana avait écrit de sa petite écriture précise ce qu'un contact dans l'industrie lui avait dit. Owen Mercier, ancien chef architecte moteur chez Veltec Motorsport, a quitté l'entreprise il y a 3 ans, n'est pas revenu dans l'industrie. Il a écrit l'analyse la plus complète existante de la méthodologie d'ingénierie de Rinaldi, une thèse non publiée citée dans 2 articles académiques et un journal de l'industrie. Dirige actuellement un atelier de réparation auto à une personne. Père célibataire. Evelyne lut la page 2 fois. Elle regarda Diana. C'est l'homme de lundi. Ce n'était pas une question. Diana ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Evelyne regarda par la fenêtre un moment puis dit « Organise une rencontre pour ce soir. » Elle marqua une pause. « J'irai moi-même. » Owen terminait le dernier travail de la journée, une vidange de liquide de refroidissement sur un pick-up, quand il entendit des pas derrière lui qui n'appartenaient pas à son atelier. Des talons sur le béton ont un son spécifique. Et ce n'avait rien à faire au garage Mercier à 20h30 un jeudi soir. Il roula dessous le pick-up et se leva. Evelyne Hartwell se tenait dans l'embrasure de la baie, sa veste encore sur elle, ses cheveux sombres tirés en arrière, un portfolio en cuir sous un bras. Diana se tenait un pas derrière elle. Owen reconnut immédiatement Evelyne. C'était la femme du 2e étage, celle qui avait regardé en bas vers le hall puis s'était détournée. Elle le reconnut aussi. Il le vit dans le léger ajustement de sa posture. Pas une excuse, pas encore, mais une reconnaissance qu'elle lui devait quelque chose dont elle n'était pas entièrement sûre de savoir comment s'acquitter. Evelyne ne perdit pas de temps en préambule. J'ai une Lamborghini Murat S de 1971 avec un moteur V12 modifié. Modification non standard, aucune documentation. 6 techniciens, 2 équipes extérieures, 4 jours, personne ne peut le réparer. L'exposition est demain à 19h. J'ai besoin de vous.
Owen essuya ses mains sur un chiffon d'atelier et la regarda. Il ne se pressa pas de remplir le silence. Après un moment, Evelyn dit plus doucement. « Je sais que vous êtes venu dans notre établissement lundi. Je sais ce qui s'est passé. J'étais là et je n'ai rien arrêté. C'était mal de ma part. » Elle n'élabora pas. Elle n'était pas une femme qui développait ses excuses, mais elle l'avait dit clairement et elle le pensait. Et Owen entendit les deux choses, les mots et le fait de ces mots. « Qu'est-ce que vos techniciens ont fait ?» demanda Owen. Elle décrivit les 4 jours en détail. Chaque tentative, chaque instrument utilisé, chaque solution proposée. Owen écouta sans interruption. Quand elle eut fini, il posa une seule question. Qui a modifié le moteur en dernier? Un ingénieur nommé Rinaldi, dit Evelyn. Maurice Rinaldi. Il est mort en 2004. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, quelque chose changea sur le visage d'Owen. Pas un changement dramatique, une petite chose, une immobilité devenant une autre sorte d'immobilité. Vous le connaissez, dit Evelyn. Ce n'était pas tout à fait une question. Je connais son travail, dit Owen. Il y a une différence. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté de la baie où Isaac était recroquevillé sur le tabouret en bois sous une couverture, endormi avec la boîte à outils rouge tenue mollement dans une petite main. Il le regarda un moment. Puis il regarda de nouveau Evelyn. « Je viendrai regarder, » dit-il. « Je ne fais aucune promesse. » Il ferma l'atelier, conduisit Isaac chez Eleanor Collins, 3 rues plus loin. Eleanor avait 64 ans et avait gardé Isaac pendant 2 grippes, une clavicule cassée et une phase où il ne mangeait que des aliments beiges. Elle ouvrit la porte sans un mot, jeta un regard au sac d'outils qu'Owen portait et hocha la tête. Ils roulèrent jusqu'à Sterling Automobile. L'atelier était vide sauf pour eux 3 et la voiture. La muraille était là sous les lumières du plafond dans sa peinture orange profond. Et même immobile dans un atelier éclairé au fluorescent, elle avait une qualité difficile à nommer. Quelque chose dans les proportions, la posture basse et agressive, la manière dont la lumière glissait sur le long capot. Owen resta devant elle un long moment sans la toucher. Puis il en fit le tour une fois lentement, les mains le long du corps. Puis encore une fois. Evelyn observait depuis un tabouret qu'elle avait tiré au fond de la baie. Elle avait plié sa veste sur ses genoux et restait assise avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui exerce une retenue. Diana se tenait près de la porte. Jason Legrand avait été dans le bâtiment quand Owen était arrivé. Il avait vu qui Evelyn avait appelé et était parti sans rien dire, son expression portant la qualité spécifique du mépris qui vire à autre chose sans avoir tout à fait décidé quoi. Owen ouvrit le capot. Il regarda le moteur sans le toucher, juste regarda de la manière dont il regardait tout avant de le toucher, ce qui était la première habitude qu'il avait développée jeune et qu'il n'avait jamais perdue. Puis il plongea dans son sac et sortit un stéthoscope modifié, la pièce thoracique remplacée par une petite sonde métallique, le tuyau allongé, les embouts auriculaires rembourrés. Il commença à poser la sonde contre le bloc moteur, se déplaçant systématiquement d'un point à l'autre dans un motif qui n'avait aucun sens immédiat de l'extérieur, mais qui était en fait une séquence précise tirée des diagrammes du carnet de cuir marron maintenant ouvert sur l'établi à côté de lui. Il écouta. La baie était assez silencieuse pour que les seuls sons soient le léger tic-tac du métal refroidissant et le bruit occasionnel lointain de la rue. Evelyn tint sa position pendant 20 minutes. Puis elle se leva et marcha à mi-chemin vers la voiture. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Owen dit sans lever les yeux. « Pas encore, mais je sais ce que je cherche. » Elle demanda ce que c'était et il se redressa légèrement et lui dit. « Rinaldi n'ingénierait pas de manière conventionnelle. Il ingénierait acoustiquement. Chaque composant était calibré pour résonner à une fréquence spécifique afin que le système entier opère comme une unité harmonique unique. Si un composant est déplacé même fractionnellement de sa position conçue, la résonance se brise et tout le système s'arrête. Pas progressivement, instantanément. Il n'y a pas de code d'erreur pour ça parce qu'aucun logiciel de diagnostic n'a jamais été écrit pour le mesurer. Il faudrait savoir que c'était possible avant de pouvoir le chercher. » Evelyn resta silencieuse un moment. « Où avez-vous appris ça ?»« J'ai passé 3 ans à étudier le travail de Rinaldi, » dit Owen en retournant au stéthoscope. « J'allais écrire une thèse dessus. »« Que s'est-il passé ?» Elle le demanda doucement. De la manière dont on pose une question quand on soupçonne déjà que la réponse pourrait être quelque chose qu'on n'a pas le droit d'entendre. Owen dit,
Ma femme est morte. Après ça, je n'étais plus intéressé par l'écriture. Il le dit de la même manière. Il disait tout sans douceur, sans dureté, juste le poids simple du fait. Evelyne regarda le moteur de la Mura et ne dit rien. Il était 1h du matin quand il le trouva. Il avait retiré la 4e couche de l'ensemble de distribution de carburant, travaillant avec la patience de quelqu'un qui comprend que l'urgence et la vitesse ne sont pas la même chose. Et là, glissée entre les rails de carburant primaire et secondaire, se trouvait une plaque d'isolation thermique fine comme une feuille qui n'avait rien à faire là selon n'importe quelle spécification d'usine. Rinaldi l'avait fabriquée lui-même dans un alliage titane-cuivre d'environ 2 mm d'épaisseur, positionné avec des tolérances mesurées en dixièmes de millimètre. Un des techniciens précédents, presque certainement en tentant d'investiguer le système de carburant, l'avait déplacé de 3/10 de millimètre, assez pour briser la résonance, assez pour tuer le moteur aussi complètement qu'une coupure de courant. Owen se redressa et regarda la plaque à la lumière. « Le problème est ici, dit-il. Cette pièce doit être refabriquée et repositionnée. L'original a été microfracturé, probablement quand elle a été bougée, et elle ne tiendra plus. » Evelyne dit, « Il est 1h du matin. Je sais. J'ai besoin de 40 grammes d'alliage titane-cuivre et d'une meuleuse portative avec une roue à grain fin. » Elle le regarda une seconde. Puis elle prit son téléphone. Cela lui prit 40 minutes, 3 appels et $200 de supplément à un atelier de fabrication métallique ouvert 24 heures de l'autre côté de la ville. Mais elle l'obtint. Owen travailla 2 heures de plus. Il fabriqua la plaque de remplacement sur l'établi en utilisant la meuleuse, l'original comme gabarit et des pieds à coulisses mesurant au centième de millimètre. Il vérifia l'épaisseur en 11 points. Il vérifia encore. Puis il réassembla couche par couche. Chaque composant retourna à sa position exacte dans la séquence qu'il avait documentée avant le démontage. Ses mains ne se pressaient pas. Ses mains ne se pressaient jamais. Elles bougeaient avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui avait effectué 10 000 versions de ce mouvement et n'avait plus besoin de réfléchir à aucun d'eux. Evelyne observa sans parler. À un moment, Diana avait discrètement apporté 2 cafés d'une machine quelque part dans le bâtiment et en avait laissé un sur l'établi près d'Owen et un près d'Evelyne avant de se retirer sans commentaire. À 3h45 du matin, Owen ferma le capot moteur, posa ses outils et regarda la Mura. « Démarrez-la, dit-il. » Evelyne monta sur le siège conducteur. Elle mit la clé dans le contact. Elle tourna. Le moteur V12 tourna, prit vie et s'ouvrit sur un son qui remplit complètement l'atelier. Pas le son hésitant et incertain d'un moteur malade qui essaie, mais un rugissement profond, régulier et autoritaire qui s'installa immédiatement en un ralenti bas et résonnant. C'était le son de quelque chose qui savait exactement ce qu'il était. Evelyne resta assise au volant les 2 mains dessus et ne bougea pas pendant un long moment. Puis elle ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, Owen essuyait ses outils et les replaçait un par un dans son sac. Il était à la porte avec son sac sur l'épaule avant qu'Evelyne ne sorte de la voiture. « J'enverrai une facture par email, dit-il. À mes tarifs sont standards. Le coût des pièces en plus. Je veux savoir ce que je dois vous payer, dit-elle. Vous aurez ce que j'envoie. » Il regarda Isaac endormi sur le tabouret qu'il avait ramené après minuit. Et Éléonore l'avait porté à l'intérieur et installé là sans qu'on le lui demande. Puis il prit Isaac, installa le garçon contre son épaule et prit la boîte à outils rouge dans la même main. Isaac remua mais ne se réveilla pas. Owen marcha jusqu'à son camion dans l'obscurité d'avant l'aube, attacha Isaac sur la banquette arrière et rentra chez lui. Il arriva à 6h15. Il but un café à la table de cuisine dans la maison silencieuse pendant que la rue dehors se remplissait lentement des sons d'un quartier qui se réveille. Il était encore là quand Isaac descendit à 6h45, clignant des yeux et confus, encore dans les vêtements dans lesquels il s'était endormi. « Papa, où est-ce qu'on est allé ?»« J'ai réparé une voiture, dit Owen. »« Une belle, dit Isaac, pas comme une question, plutôt comme une affirmation de ce qu'il attendait des nuits de son père. »« Oui, dit Owen. Je pense que tu l'aurais aimé. » Diana posa une tablette devant Evelyne à 7h30 ce matin-là avant qu'Evelyne n'ait fini son premier café. Sur l'écran se trouvait un article d'un journal allemand d'ingénierie automobile daté de 2019. Le titre disait « Weltec Motorsport nomme Owen Mercier chef architecte moteur, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. »
La photo montrait Owen en costume debout à côté d'un prototype de moteur face à une rangée de caméras avec l'expression d'un homme qui préférerait travailler sur le moteur plutôt que de poser à côté. En dessous de l'article, Diana avait sorti une citation d'un article académique sur les groupes motopropulseurs européens d'avant les normes anti-pollution, un article de 2020 qui faisait référence en note de bas de page à une thèse non publiée d'Owen Mercier de la division recherche de Veltec Motorsport décrite comme l'analyse la plus approfondie existante de la méthodologie d'ingénierie de Rinaldi. Diana dit doucement, il ne connaissait pas seulement Rinaldi. Il est la plus grande autorité vivante sur le travail de Rinaldi. Evelyne posa sa tasse de café. Elle regarda la photo longtemps. Le visage plus jeune, les mêmes yeux plats et stables, les mains qui même sur une photo posée semblaient au repos et non en représentation. Elle pensa à l'homme en veste de travail au comptoir des pièces lundi matin. Le garçon avec la boîte à outils rouge en plastique. La manière dont Owen avait regardé Jason Legrand pendant exactement 2 secondes et n'avait rien dit et était sorti. Elle pensa à toutes les choses que ce regard contenait et à toutes les choses qu'il n'avait pas pris la peine de dire parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Elle reprit son café. « Où est Jason ?» demanda-t-elle. Diana le lui dit. « Faites-le entrer, » dit Evelyne. L'exposition ce vendredi soir fut tout ce qu'elle devait être. Le hall principal de Sterling Automobile fut transformé en quelque chose entre une galerie et une salle de concert. Lumière chaude, espacement soigneux entre les voitures, un quatuor à cordes dans le coin jouant quelque chose d'européen et de tranquille. Les invités arrivèrent dans leurs beaux vêtements et se déplacèrent lentement entre les véhicules avec la révérence particulière que les belles choses chères tendent à produire chez ceux qui peuvent se les offrir. Au centre de l'exposition, sur la plateforme surélevée au milieu de la salle, la Lamborghini Mura S de 1971 était là dans sa peinture orange profond sous une lumière orientée spécifiquement pour capter les courbes du capot. Son moteur tournait. Le son qu'il produisait était à peine audible dans la salle, une vibration basse et installée qu'on sentait plus dans la poitrine qu'on entendait avec les oreilles, mais elle était là et elle était parfaite. Et chaque personne dans la salle qui savait quelque chose sur ces voitures savait ce que cela signifiait qu'elles soient là. Harold Voss arriva à 19h15, 20 minutes après le début, de la manière dont les hommes de son rang arrivent aux événements, sans hâte, conscient que la salle attendra. Il avait 72 ans, cheveux blancs, et portait l'allure de quelqu'un qui avait passé 60 ans entouré de choses d'une qualité exceptionnelle et avait développé la capacité de les reconnaître sans effort. Il marcha droit vers la Mura, posa la main sur le capot au-dessus du moteur, sentit la vibration et resta là un moment avec une expression qui n'était pas publique. Puis il trouva Evelyne. « Vous l'avez fait, » dit-il. Pas une accusation, pas une louange excessive, simplement une affirmation d'un homme qui n'y avait pas entièrement cru. « J'ai eu de l'aide, » dit Evelyne. Harold la regarda attentivement. Il avait fait des affaires avec Evelyne pendant 3 ans et ne l'avait jamais entendu utiliser ce mot particulier à son sujet. « Qui ?» Evelyne dit. « Owen Mercier. » Harold Voss resta silencieux pendant l'espace de 3 secondes. Puis il dit lentement, « Le Mercier qui a écrit la thèse sur Rinaldi. »« Oui. »« Mon Dieu !» Il regarda la Mura puis de nouveau elle. J'ai lu cette thèse avant même qu'elle soit terminée. Un collègue chez Veltec m'en a envoyé 40 pages en brouillon. Je pensais que celui qui l'avait écrite devait y avoir passé la moitié d'une vie. Il marqua une pause. Que fait-il maintenant? Il a un petit atelier, dit Evelyne. Du côté est. Il fait de la réparation générale. Harold la regarda avec une expression qui n'était ni tout à fait de la pitié ni tout à fait de l'admiration, mais quelque part entre les deux, dirigé vers la vie elle-même et ses arrangements étranges. Certains hommes choisissent la vie qu'ils choisissent, dit-il. Ça mérite le respect. Il s'éloigna pour rejoindre les autres invités. Evelyne le regarda partir puis regarda la Mura puis l'espace au-dessus de la rue à travers les hautes fenêtres. Elle resta là plus longtemps que la soirée ne l'exigeait. Jason Legrand avait été réaffecté le vendredi matin. Pas licencié, Evelyne n'était pas négligente avec l'emploi et ce que Jason Legrand avait fait au comptoir des pièces lundi n'était pas une faute licenciable au sens légal. Mais il avait publiquement rabaissé un client sur ses locaux et ce client s'était avéré être la seule personne dans le monde professionnel concerné capable de réparer le problème que Jason lui-même avait déclaré irrécupérable. La réaffectation était à un rôle de technicien standard, 2 niveaux en dessous de son poste précédent. Il n'y eut ni évaluation de performance ni lettre disciplinaire.
Evelyn lui dit simplement, du même ton qu'elle utilisait pour discuter des projections d'inventaire trimestrielles, quel était son nouveau rôle et quand il commencerait. Jason resta dans son bureau la mâchoire serrée et n'argumenta pas parce qu'il n'y avait rien à argumenter. Il savait ce qu'il avait fait et il savait ce que cela avait coûté et le calcul ne nécessitait aucune explication d'aucune des parties. La facture d'Owen arriva le samedi matin comme promis. Le montant était raisonnable de la manière dont les factures des gens très bons dans leur domaine et qui ont cessé de facturer ce qu'ils valent ont tendance à être raisonnables. Evelyn la regarda un moment puis fit le calcul puis ouvrit son application bancaire et transféra 3 fois le montant facturé sur le compte indiqué. Elle n'inclut pas de note. Elle supposa qu'il comprendrait. Il comprit. Il vit la notification pendant qu'il était à mi-chemin du démontage du moteur d'une berline des années 1990 arriver ce matin-là et il regarda le chiffre sur l'écran et ressentit quelque chose qui n'était pas de la surprise. Il s'y était attendu de la part d'Evelyn Hartwell qu'il avait correctement évalué dans les 20 premières minutes. Puis il mit le téléphone dans sa poche et retourna au moteur. 3 jours plus tard, une enveloppe blanche arriva à l'atelier par courrier ordinaire. À l'intérieur se trouvait une carte de visite simple, papier épais, le nom Harold Voss en petites majuscules avec un numéro de téléphone et rien d'autre. Au dos, manuscrit. Quand vous serez prêt à parler, pas de voiture, mais de ce que vous voulez encore faire, appelez-moi. Owen tint la carte un moment. Puis il la posa sur l'étagère à côté du carnet de cuir marron. Le dimanche après-midi, Owen emmena Isaac au parc à 2 rues de chez eux. C'était le genre d'après-midi qui existe spécifiquement pour rendre les villes habitables. Température exactement bonne, lumière passant à travers les arbres à un angle utile, les bancs occupés par les gens qui n'ont nulle part de plus important où être. Owen s'assit sur le banc le plus proche des chênes avec un thermos de café. Isaac courait en large cercle avec sa boîte à outils rouge, exécutant une opération privée élaborée qui impliquait d'inspecter les bases des arbres pour des défauts structurels. Owen le regardait, buvait son café et ne pensait à rien de particulier quand il entendit des pas sur le chemin et leva les yeux. Evelyn Hartwell marchait vers le banc depuis la direction de l'entrée principale. Elle portait quelque chose qui n'était pas des vêtements de travail, ce qui la faisait ressembler à une version légèrement différente d'elle-même. Même posture, même économie de mouvement, mais sans l'architecture professionnelle. Elle l'avait reconnue avant qu'il ne la reconnaisse. Elle s'arrêta à environ 2 mètres et ils se regardèrent. Aucun des deux ne dit rien pendant un moment, ce qui dans d'autres circonstances aurait pu être gênant et dans celle-ci était simplement ce que c'était. Isaac revint en courant de la ligne d'arbres, s'arrêta en glissant, regarda Evelyn et regarda son père. « Tu la connais ?» demanda-t-il. « Oui, dit Owen. » Isaac regarda Evelyn. « Il te connaît à cause des voitures. » Evelyn jeta un coup d'œil à Owen. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. « Il m'a aidé à en réparer une, » dit-elle. Isaac considéra cela. « C'était une bonne. »« Très bonne, » dit-elle. Isaac hocha la tête, satisfait de cette réponse comme un compte-rendu complet de l'affaire, et courut de nouveau vers les arbres. Owen bougea un peu sur le banc, ni une invitation ni son contraire, juste de l'espace. Evelyn s'assit. Ils restèrent silencieux un moment, regardant Isaac conduire son inspection à la base d'un chêne particulièrement grand. Evelyn dit, « Vous avez reçu le virement. »« Oui, » dit Owen. « Vous n'avez pas protesté. »« Je ne fais pas la charité. » Elle le regarda. « Non, » dit-elle. « Vous ne le faites pas. » Elle regarda de nouveau devant elle. Le parc faisait des sons confortables autour d'eux. Enfants, oiseaux, le bruit lointain de la ville qui se contenait dans l'après-midi. « Vous allez appeler Harold ?» demanda Evelyn. Owen tourna le thermos de café dans ses mains. « Je ne sais pas. Isaac est encore jeune. » Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la vraie. Il le dit sans détour, sans excuse. Elle le regarda un moment puis regarda de nouveau le champ où Isaac était maintenant assis en tailleur sur l'herbe avec sa boîte à outils ouverte, disposant le contenu en ligne devant lui avec le sérieux de quelqu'un qui fait l'inventaire. Evelyn dit, « Ce que vous avez fait jeudi soir, pas seulement la partie technique, tout. La plupart des gens dans votre position auraient laissé Sterling Automobile échouer. La plupart des gens dans ma position n'étaient pas là, » dit Owen. Elle se tourna et le regarda directement pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Il regarda en retour.
S'il y a un jour où vous voulez faire quelque chose de plus que réparer des voitures ordinaires, dit-elle, j'aimerais être la première personne que vous appelez. Owen soutint son regard. Pourquoi? Elle marqua une pause, non parce qu'elle n'avait pas la réponse, mais parce qu'elle décidait combien il était approprié d'en donner. Parce que je sais ce que j'ai fait lundi, dit-elle. Et je n'aime pas être en dette. Elle se leva, mit les mains dans les poches de sa veste et marcha dans la direction d'où elle était venue. Sans hâte, sans regarder en arrière, ses pas réguliers sur le chemin jusqu'à ce que les arbres s'interposent entre elle et le banc. Owen regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis il regarda Isaac qui avait fini son inventaire et tenait maintenant la clé en plastique en l'examinant contre la lumière avec l'expression d'un artisan évaluant un outil. Isaac dit sans lever les yeux. Elle est déjà partie. Oui. Elle semblait bien. Owen regarda le chemin où Evelyn avait marché. La lumière à travers les arbres faisait un motif sur le sol qui changeait et s'installait. Changeait et s'installait. Elle pourrait l'être, dit-il. Isaac accepta cela avec son efficacité caractéristique. Il remit la clé dans la boîte à outils et ferma le loquet jaune. Il apporta la boîte et la posa sur le banc entre eux. Plastique rouge usé au coin. La peinture sur le loquet rayé par 4 années d'utilisation. Il grimpa à côté et s'appuya contre le bras de son père. Owen passa un bras autour du garçon. Ils restèrent assis là pendant que l'après-midi faisait son travail lent et sans hâte autour d'eux, et la boîte à outils rouge était posée entre l'homme et l'espace qu'il avait fait sur le banc, petite, présente et bien là.